Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de toute ma palle. Donc pour que vous votiez pour les livres qui doivent absolument être lus en 2026. Pour vous, lesquels en 2026 c'est lu, hein, j'arrête de les laisser traîner dans ma palle. Donc là on va regarder pour cette partie là de ma bibliothèque. Si jamais vous n'avez pas vu les parties juste avant, je vous les mets en bas, elles sont numérotées, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc là on va regarder tous les mangas, enfin sagas de mangas que je n'ai pas lu. Je possède tous ces tomes là mais je n'ai pas lu. Tous les one shots que je possède que en fantasy et que je n'ai pas lu. Voilà. Et toutes les sagas de webtoon que je possède, mais que je n'ai pas lu. Voilà, qui pour vous, en 2026, c'est hors de question que je termine 2026 sans avoir lu ces livres-là. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par les mangas. Je possède du tome 1 au tome 14. Quand même, du tome 1 au tome 14, je possède Sexy Cosplay Doll, écrit par Shinichi Fukuda de chez Kana. Et ça existe en plus en animé cette histoire-là. Dites, vous pourriez vous retourner le temps que je me change. Toujours entourée de ses amis, la belle Marine Kitagawa est la coqueluche de sa classe. Dès qu'il la voit, son camarade de classe Wakana Gojo ne peut s'empêcher de penser qu'il n'appartient pas au même monde. Son rêve à lui est de fabriquer des poupées traditionnelles japonaises et il apprend le métier avec son grand-père. Après les cours, il se rend dans la salle de couture de son lycée que plus personne n'utilise, mais à sa grande surprise, une jeune fille le rejoint dans la salle et devinez devinez de qui il s'agit. Tu ne voudrais pas me fabriquer ma tenue de cosplay. Et en fait, dans cette histoire, alors le peu que j'ai vu en animé. J'ai pas encore lu les mangas, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup les lire. Le peu que j'ai vu en animé, en gros, la nana, elle est fan de cosplay. Mais elle est vraiment fan. Sauf qu'elle est nulle en couture, mais elle est nulle de chez nulle. Et quand elle va voir que Gojo est assez doué en couture sur des poupées, elle va lui demander de l'aider à créer ses cosplays. Sauf que lui, à part coudre des vêtements pour poupées, il l'a jamais créé par rapport à un corps humain. Donc ils vont apprendre à développer des techniques l'un et l'autre. Elle à faire son monde dans le cosplay, à pouvoir s'habiller et faire des événements en cosplay. Et donc du coup, il va y avoir un rapprochement entre les deux. Et du coup, j'aimerais beaucoup lire cette histoire. Et c'est vrai que j'aimerais savoir quand est-ce qu'elle s'arrête, parce qu'il y a déjà 14 tomes. Mais c'est vrai qu'il y a l'animé qui existe. Donc j'aimerais beaucoup lire cette histoire et après la regarder en animé pour dire si ça a vraiment été bien retranscrit et voir si tout a été mis dans l'animé par rapport à ce qu'il y a dans le manga. Ensuite, je possède, alors je crois qu'il y en a 6. Je crois qu'il y en a 6 qui sont sortis, mais je possède que les 5 premiers. L'enfant du dragon fantôme de Ishii Yukishiro et c'est de chez Komiku. Et on nous dit, il existe un endroit où l'on jette toutes les choses dont on souhaite se débarrasser. Il s'agit de la forêt de l'abandon. C'est dans celle-ci que Dodo, un dragon proche de la mort, va recueillir et élever Ève, une petite humaine délaissée. Entrez dans l'univers fantastique de cette famille merveilleuse où un dragon fantôme et sa fille humaine dépassent les barrières entre les espèces. Ça a l'air trop mignon. Ça a l'air trop mignon. Et je sais pas si le dragon Dodo, c'est lui ou c'est lui. Je sais pas. Du coup, ouais, ça a l'air beaucoup trop mignon. Ensuite, les carnets de l'apothicaire. Ouais, je crois que ça fait depuis 2023 qu'il faut que j'y lise. Qui a été écrit... Alors, Storyborn Itsuki Nanao, dessiné par Nekoku Rage, le tome 1, donc de chez Kiyun, Seinen, et l'anime existe. Il existe aussi les mangas en version plus adulte. Si vous les voyez très colorés, en fait, il y a plusieurs tomes regroupés dedans et c'est version très adulte. Et ça existe aussi en roman. Voilà, et je suis pas du tout à jour. Je possède les 15 tomes. 15 tomes, et ouais, dites-moi si en 2026 vous voulez voter là-dessus pour que je les ai lus en 2026. On nous dit, à 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée, formée dès son plus jeune âge avec un apothicaire du quartier des plaisirs. Elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs,
Il est coupé du monde extérieur afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres. La jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, la passion des poisons prend le dessus, elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Shinichi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promet goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Donc voilà, j'ai cette saga-là à lire. Ensuite, on passe à tous les one-shots que je possède qui sont de fantasy. Et tout d'abord, je possède celui-ci, Prince captif de C.N. Paco, l'intégrale de chez Brajlon. Alors, je l'ai mis dans les one-shots parce que c'est un intégral. Voilà, j'ai toute l'histoire en un coup. Je sais pas combien il y a de tomes de base de prévu. Prince captif, l'esclave, le guerrier, le roi. Voilà, il y a 3 tomes. Il y a 3 tomes, mais bon, vu que c'est un intégral, je le considère comme un one-shot. On nous dit, il devait être roi, il est devenu l'esclave. Damen est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Akielo. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Beau, manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de plus pire à la cour de Verre. Mais dans la toile mortelle de la politique évéréntienne, les apparences sont trompeuses et lorsque Damen se retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône, il doit s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume. Sans jamais oublier une règle vitale, cacher sa véritable identité à tout prix, car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Alors oui, j'ai l'intégrale et j'ai aussi 3 nouvelles inédites en français. Voilà, j'ai aussi ça là-dedans. Donc dites-moi si en 2026, c'est pas possible que je termine l'année sans connaître cette histoire. Ensuite, j'ai le one-shot qui est La Tour des Immortels, donc chez Corrigan, écrit par Orlan Gray. Et on nous dit, Jaï est la première femme du royaume de Kanouria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle. Un mystérieux fléau s'est abattu sur la capitale et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Partout la rumeur enfle, les dieux puniraient-ils le royaume pour avoir une reine à sa tête? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jaï, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant, autant qu'une colère incandescente. Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissante magie à son service. Sa dévotion est-elle sincère ou cherche-t-il aussi à la manipuler? Complot, ténèbres et convoitise, une reine du désert au cœur de glace. Franchement. Ouais, faut que je le lise, ouais. Ensuite, ah ouais, oui, je sais, il est toujours là. J'ai Nettle Unborn de T. Kingfisher, Comment tuer le prince de chez Verso. Ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse le prince, c'est celui où elle le tue. Prix Hugo du meilleur roman 2023. Et nous, il est sorti en 2024. Il est sorti l'année dernière? Oh, je crois qu'il est sorti l'année dernière. La jeune et timide Mara, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante au mariage de ses 2 sœurs avec le prince Vorlin. Car après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Quand Mara découvre l'ampleur de la cruauté de Varlin, elle ne peut demeurer simple spectatrice plus longtemps. Si elle veut sauver sa sœur et empêcher le sort funeste qui l'attend, elle aussi, alors la princesse doit tuer le prince. Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter des alliés haut en couleur. Une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Voilà, c'est un one-shot.
Voilà. Alors celui-là, si vous votez pour celui-là, vous me ferez plaisir de ouf. Parce qu'il me tente. Mais il me tente. Je comprends pas que j'ai toujours pas lu. Si je comprends, c'est parce que entre me mettre à jour de mes sagas et être à jour pour les dédicaces, c'est pour ça qu'il a toujours pas été lu. Mais si vous votez pour celui-ci, vous me ferez un de ces plaisirs. C'est le tombeau de nos proies de D.L. Taylor chez De Saxus. Il est petit en plus. Et on nous dit, finira-t-il par voler mon cœur ou son trône? Héritière du royaume du Pic, Mancella possède un don terrible. Depuis l'enfance, elle a le pouvoir d'invoquer des animaux, mais seulement après les avoir tués à main nue. Son père, un homme impitoyable et cruel, espère faire d'elle la plus grande arme et cherche par tous les moyens à renforcer son pouvoir. Silver est un charmant voleur qui lutte pour survivre dans un monde déchiré par la guerre. Lorsqu'un mystérieux bienfaiteur le recrute pour voler le sceau de la famille du Pic, il voit l'opportunité de se venger de ceux qui lui ont tout pris. Pour y parvenir, il devra cependant s'approcher de Mancella. Alors que mensonges et violence font rage dans le royaume, Mancella et Silver finissent par s'allier, unis par le désir d'être libres et maîtres de leur destin. Mais l'avenir de l'héritière semble déjà tracé et ils devront tout faire pour éviter qu'elle ne devienne le monstre que son père veut qu'elle soit. Et en fait, le mode de la vengeance qu'elle va opérer pour se venger de l'horreur que son père l'oblige à faire, j'ai trop hâte parce que oui, les animaux c'est tout pour moi. Et donc là, qu'elle puisse s'en venger de ce que lui fait vivre son père, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, j'ai Chasse nocturne de Alexandra Christo, donc chez De Saxus. On nous dit entrer dans un monde de monstres et de dieux. Atia est née Nepha, un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Dernière de son espèce, elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux, aussi violents qu'imprévisibles. Silas est un héros chargé par les dieux de transmettre leur message et de transporter les morts. Dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, il rêve de retrouver sa vie d'avant et de briser sa malédiction. Lorsqu'Katia enfreint une loi sacrée, les dieux la privent de ses pouvoirs et lâchent leurs monstres à ses trousses. Lysas lui propose alors un marché. Si elle l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille et à affronter ses poursuivants. Cependant, rompre de tels enchantements n'est pas une tâche aisée, et ils devront chasser 3 entités redoutables pour y parvenir. Un vampire, une banshee, et le dieu qui a ruiné leur vie. Mais leurs sentiments naissants pourraient bien mettre en péril la traque qui devait redonner du sens à leur vie. Ça a l'air pas mal quand même. Ensuite, j'ai La captive de la cité déchue de Megan Van Dyck, donc chez Roncière. Donc c'est que des one-shots. Hein. Leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout espoir de liberté. Lorsque la cité-État de Sorena est conquise par l'armée de l'empereur Rizar, Ilia, fille aînée de la souveraine et future dirigeante, est conduite à Zin, un quartier d'otages. Elle y retrouve des visages familiers, les héritiers des cités-États voisines, eux aussi tombés aux mains de l'ennemi. Ayant vent d'une rébellion, Ilia se met en tête de séduire Lucien, le commandant en chef de l'empereur, pour glaner des informations afin d'aider les rebelles à faire tomber le régime de l'intérieur. Lucien est convaincu que soumettre les cités d'État est la seule façon d'apporter la paix et la prospérité dans l'ensemble des royaumes. Or, les otages lui donnent du fil à retordre, Ilia en particulier. Alors qu'il se méfie d'elle, il la trouve fougueuse, courageuse et très attirante. Le jour où Ilia découvre de sombres secrets qui ébranlent toutes les croyances de Lucien, celui-ci devra choisir entre sa loyauté envers l'empereur et le combat des résistants pour la liberté. Il me tente un petit peu moins. Est-ce que je le fais quitter ma palle? Oh non, pas à ce point-là.
mais me tente un petit peu moins. Ensuite, j'ai Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain chez Charleston. Un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Héritière d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover, pourrait paraître excitant lorsqu'on n'a pas le sou. Toutefois, ce n'est pas l'avis de Fair Damay. Non seulement elle n'avait pas prévu de venir s'installer à Little Balmoral, théâtre de son plus grand chagrin d'amour, mais en plus là-bas, le toit craque et les fenêtres s'ouvrent toutes seules. Et quand Adam, le garçon qui lui a brisé le cœur, vient frapper à sa porte et que les messages codés apparaissent mystérieusement aux quatre coins de la maison, Phaèdre pourrait avoir toutes les raisons de croire aux fantômes. Entre retrouvailles inattendues, sculptures de courage et bâtons de sauge, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé, à moins que la magie d'Halloween ne s'étire jusqu'à Noël. Je l'ai mis dans le fantastique parce que peut-être, avec les fantômes, peut-être. C'est pour ça que cette fois-là. C'est pour ça que je l'ai mis dans le fantastique. Je ne l'ai pas mis dans le contemporain. Ensuite, il est encore là. Hein. Oh, il est encore là. Honte sur moi. Honte sur moi. La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana chez Lumen. Et c'est long. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés, et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-saint réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour, pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle part. Et voilà quand, à un coup de baguette magique et qu'on tout attendre tente les règles élémentaires de sorcière, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés, parmi eux Jamie, bibliothécaire irlandais, grincheux mais contre toute attente attirant et prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Lorsque Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible, et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser. Enfourchez vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler pour cette romance feel-good signée Sangu Mandana qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. Et elle a sorti entre guillemets un tome 2, mais c'est aussi un one-shot. Ça suit pas forcément, mais il y a un genre de suite qui va avec, mais je le considère quand même comme un one-shot. Ensuite, je possède le Chant des voiles de Tiff, donc chez Plume Blanche, et en plus il est dédicacé. Ouais, j'ai des fanarts. J'ai la carte en plus, j'ai le marque-page et il est dédicacé. Oh, je l'ai depuis 2024, je crois. Ouais, 2024. L'océan, Luca en a toujours rêvé, vivre libre et loin de la misère dans laquelle l'agrandie l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand la capitaine de l'Andéavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Luca semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq, Axel, Luca cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins. Alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement que sur l'Andéavour, rien n'est ce qu'il paraît être. Il est toujours là.
Dites-moi si 2026, il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. Ensuite, je possède l'Ascension des Dragons de Marion Aubry, sans règle. Son règne approche de chez Plume Blanche. Et on nous dit, sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, lèguent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers répartis en clans vivent en marge de la société, mais aujourd'hui certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Emma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons, et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Oh, j'avais jamais vu. Hein, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait des dessins. Est-ce que vous voteriez pour celui-là? Ensuite, alors celui-là, c'est une amie qui m'a dit qu'il fallait absolument que je lise. Et c'est toujours pas fait. La lignée des maudits, écrit par Blouen Guilou chez Didier Jeunesse. Et on nous dit Édimbourg 1877, dans une Écosse victorienne indépendante, la famille d'Ava a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant des services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou d'arnaques. Car Ava est en réalité la seule à posséder un don, alors que son entourage est lui frappé d'une malédiction. Lorsque l'héritier du trône est assassiné et les Asgast sont désignés pour trouver le coupable. Ils ont 10 jours pour résoudre ce meurtre, sans quoi la reine s'occupera d'éliminer ses parents. Le décompte a commencé pour Ava alors qu'un importun fait son apparition, le fantôme du prince qui a bien l'intention de déterrer les secrets familiaux. En plus, c'est écrit large. Il est toujours là. Ouh, alors celui-là, ça fait un moment. Hein. Je crois qu'il date de 2024. Le prince de l'autre monde de Orlan Grey chez Adictassi. Et on nous dit bal, mariage princier, jalousie et magie noire. Bienvenue dans le royaume de Neren. Après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnus. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Lucinia. À 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon cœur. Mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrien, le prince de Neren, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus, le doute s'installe. Pourrais-je un jour repartir d'ici? Est-ce même ce que je souhaite? Entre une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur grandit, car ici, chacun de mes choix semble décisif. Ah non, il me tente bien. Hein. Non, je vais pas m'en séparer, il me tente. Alors, celui-ci, il sera lu parce que je sais que l'autrice plus la dessinatrice seront présents au... comment c'est le nom du salon? Je vous le mettrai parce que le nom du salon, je ne m'en rappelle plus, qui est à Paris. Et celui-ci, je le fais parce qu'en plus, j'ai déjà mes billets d'entrée. Donc celui-ci, c'est sûr, il va être lu. C'est La nuit des sacrifiés de Blair Meyer chez Adictassi. Et on nous dit, leur passé est un secret, leur avenir une guerre, leur amour une arme. Nina, princesse impériale de l'Empire du Jour, vit dans un monde où seuls des sacrifices humains permettent de repousser la nuit ensorcelée. Une malédiction imposée par l'Empire de la Nuit. Cependant, Nina est déterminée à réussir là où son père a échoué et mettre un terme à cette union sanguinaire. Quitte à bafouer la volonté des dieux et franchir la montagne frontière dans le but de s'offrir elle-même en sacrifice à l'empereur ennemi. Mais face à Bregov, le souverain impitoyable de la nuit, les règles du jeu changent, car leurs destins sont liés par un passé qu'aucun d'eux n'a oublié. Trahison, passion, magie et vengeance se mêlent dans une bataille où chaque décision pourrait briser un empire ou un cœur, et on a 2 flammes sur 3.
Donc lui, il va y passer dans tous les cas. Ensuite, je possède celui-ci, j'ai tous les fanarts, je l'ai dédicacé en plus. C'est Les larmes de la mort de Julie Thaumière, donc chez Céleste. Et on nous dit, elle est la déesse de la damnation, il est la lame de la trahison. Elle est née dans les entrailles empoisonnées du royaume, il a été élevé pour tuer. Rime a le corps d'une humaine et le cœur maudit d'une déesse. La mort coule dans ses veines, il suffit d'un cri, d'une larme, d'une caresse, et les âmes cessent de vivre. Elle est l'arme ultime que Sazuria, la secte anti-royaliste du royaume, a créée. Elle n'a qu'un ordre, vivre caché jusqu'à ce qu'il soit l'heure de verser le sang des souverains. Mais c'est sans compter le retour d'Esteban, le garçon avec qui elle a grandi, disparu depuis 6 ans. À présent devenu adulte, il est décidé à se venger de tous ceux qui l'ont trahi, y compris de Riam. Et il est prêt à tout, même à utiliser celle qu'il a un jour aimée avant de la tuer. Entre amour secret et trahison, même la mort pourrait y laisser son cœur. Ensuite, je possède celui-ci, Automne de démons de Aline Baker. C'est un auto-édité et on nous dit la sinistre school accueille l'élite du pays et des secrets mortels. Alia Hoff n'a jamais souhaité quitter la ville ou l'université, mais ses parents en pensent autrement. La voilà prisonnière d'une école élitiste où rôde non seulement son fiancé insupportable, mais également un mystérieux agresseur. Lorsque les attaques virent au meurtre et que le surnaturel s'en mêle, elle n'a pas d'autre choix que de s'allier à l'homme qu'elle déteste le plus pour résoudre l'affaire, et pour sauver sa propre vie par la même occasion. Car à la Cinischool, tous ont des secrets dangereux et inexplicables. Divertissement entraînant, mystérieux. Alors, c'est un tout petit one-shot, hein. Il est tout petit. Ensuite, je possède celui-ci, La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald chez Nathan. Et on nous dit, les dieux ont menti, Perséphone n'a jamais été kidnappée ni retenue aux enfers par Hadès, elle s'y est précipitée. Hors de question pour la jeune déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Maintenant, elle doit convaincre Hadès de l'aider. Ce n'est pas une mince affaire, le dieu des enfers est tout à la fois arrogant, hostile et terriblement sexy. Mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Perséphone est prête à prendre tous les risques. Pourquoi il n'est toujours pas lu celui-là ? Je sais pas. Ensuite, je possède celui-ci qui est Rewitched de Lucy Jane Wood chez Calix. Et on nous dit croire en soi est la plus puissante des magies. Entre son travail chez Lunar Book, sa librairie adorée, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense. Alors quand à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son coven, elle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère, bien trop optimiste, d'un mentor improbable et potentiellement sociopathe, et d'un protecteur exaspérément beau, lui suffira-t-il pour réussir cette épreuve? Et je sais pourquoi je ne l'ai pas lu, c'est parce que les avis sont très mitigés. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé ça, donc à mon avis c'est pour ça qu'il n'est toujours pas lu. Ensuite, j'ai celui-ci, Lore of the Wild de Annalesh Zbrana chez Olympe. Oh là là, c'est super long. Une bibliothèque protégée par un sortilège mortel, un seigneur faé qui veut y accéder, une humaine prête à tout risquer pour son peuple. Les humains sont prisonniers de leur village depuis qu'ils sont arrivés dans le monde des faés. Il n'existe aucun moyen d'échapper à la surveillance de leurs cruelles sentinelles. Laure l'a appris à ses dépens. Elle s'est résignée à ne jamais quitter les frontières de Brunonde jusqu'au jour où un seigneur faé envoie chercher une humaine capable de lire sa langue. Il a une mission pour elle, organiser une bibliothèque ensorcelée qui n'a pas été touchée depuis 1 millier d'années.
Aucun faé ne peut y entrer, mais qu'en est-il d'une humaine? Laure accepte ce travail en échange d'aide pour son village, mais elle a une autre idée en tête. Il y a des livres magiques dans sa bibliothèque, et avec leur pouvoir, elle espère libérer son peuple. Une tâche que l'œil vigilant d'Archer, son garde attitré, risque fort de compliquer. Et celui-ci, je sais pas, parce que j'ai eu un avis comme quoi il était incroyable, et j'ai eu un avis comme quoi c'était pas terrible. Donc du coup, celui-ci, je ne sais pas. Ouh, ça date de 2024. Les larmes de l'Asphodèle de Nora Lack chez édition Hurlevent. J'en ai pas beaucoup de livres de chez eux. Eurydice, nymphe des bois, tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Leur bonheur est malgré tout de courte durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime, jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme. Perséphone y règne aux côtés de son époux, le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Entre l'amour et la haine, la mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lark, l'autrice des Cendres sur tes mains. À voir. Oui, à voir. Ensuite, je possède Sylphide de Tiphaine Bleuven chez Château d'Âme. Et on nous dit, alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami Hans, influenceuse paranormale, Roxane tombe nez à nez avec le portrait d'un homme. Sublime, envoûtant au regard vivant, inéluctablement posé sur elle, elle seule semble capable de voir ce tableau, comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à le toucher. Qui est cet homme qui l'obsède, qui obsède Roxane et la poursuit jusque dans ses rêves? Est-ce un humain, un fantôme du passé qui hante les lieux? Roxane doit le découvrir coûte que coûte, même si sa vie entière risque d'en être bouleversée. Mais saura-t-elle résister à cet être mystérieux qui ne désire qu'une chose, la faire succomber à la tentation? Poussez les portes d'un château hanté et laissez-vous envoûter à votre tour par l'univers des sylphes, ces esprits à l'air aussi séduisant que manipulateur. Ça a l'air pas mal, mais alors j'ai eu un avis lecture et il était pas bon. Il était pas bon, donc à voir. Ensuite, alors je les considère comme des one-shots, mais normalement c'est une duologie. Mon ex et d'autres malédictions de Erin Sterling chez Good Moon Deal. Et on nous dit, il y a 9 ans, Vivienne Jeanne a soigné son cœur brisé comme n'importe quelle jeune sorcière avec de la vodka, de la musique triste et un bon bain moussant, et une malédiction jetée à Rich, son ex-petit ami et séduisant sorcier gallois. Rien de suffisamment méchant pour qu'elle culpabilise. Mais le jour où Rich, toujours aussi charmeur, revient à Grace Glen, son séjour tourne au cauchemar, les calamités s'abattent sur lui les unes après les autres, et Vivi est forcée d'admettre que sa malédiction n'était pas si inoffensive. Soudain, la ville est attaquée par des jouets mécaniques meurtriers et un fantôme en colère. Vivi et Ritz vont devoir composer avec leur alchimie explosive pour sauver Grace Glen et briser la malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Donc il y a celui-ci. Et il y a celui-ci, Un baiser maudit, une romance best-seller qui va vous ensorceler de Rin Sterling. Je vous lis pas le dos parce que je pense que ouais, la ville, ça spoil peut-être un tout petit peu ici. Donc ouais, c'est des histoires vraiment séparées. Normalement, il n'y a pas besoin de lire celui-là avant celui-ci. Mais voilà, normalement, il faut que je lise celui-là et après celui-là. Ensuite, je possède celui-ci, Earthfire Dream, gardienne de l'éther de Eden d'Ethera. Il existe aussi en webtoon. Cette histoire-là. Et dans le roman, on a quelques pages de fanart dedans. Jusqu'où sa quête d'identité la mènera-t-elle ?
Amnésique et perdu au milieu de la nature, Eden est plus seul que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. Au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de comprendre d'où elle vient, Eden fait la rencontre de Leitch, un jeune homme aussi exaspérant que fascinant, qui semble savoir exactement qui elle est et ce qui lui est arrivé. À ses côtés, Eden se retrouve plongé dans un monde tissé de magie et de danger, un monde qui attend le retour de sa gardienne de l'éther et qu'elle seule pourra sauver. Donc c'est de chez Hachette Roman et il est dédicacé en plus. Je l'ai dédicacé, donc ce serait peut-être bien que je le lise. Ensuite, je possède Rose in Chains de Julie Sato, donc chez Brajlon, et on nous dit il est son pire ennemi et son désir le plus ardent. La guerre est finie, les ténèbres ont gagné et l'élu est mort. Capturé alors que son château tombe aux mains de l'ennemi, Bryony Rosewood n'a qu'une certitude, le monde qu'elle a toujours connu n'existe plus. Beaumar a triomphé et les sujets d'Evermore sont condamnés à un sombre avenir, car seule la servitude, l'emprisonnement et la mort les attend. Les rescapés privés de leur magie sont rapidement livrés aux plus offrants lors d'une vente aux enchères et en tant que princesse, Bryony est un prix convoité. Après une lutte acharnée, elle devient la propriété de Toven Hertz, l'héritier d'une famille de haut rang, connu sous son ambition sans limite et un homme qui la fascine depuis toujours. Dans cet univers où la magie est une arme mortelle et où aucune pensée ne reste secrète, tous sont perdus, mais une aide insoupçonnée pourrait bien surgir de l'ombre et raviver un espoir que Bryony croyait à jamais éteint. Ça a l'air bien quand même. Je n'essaie pas du tout d'influencer vos choix, hein, pas du tout. Ensuite, j'ai une plume si noire de Lyra Selen chez Milady. Et on nous dit, dans un royaume où la magie a disparu, Fia est une changeline, laissée par les faillis à la place d'une princesse humaine avant leur retraite de Tir Na Nog. Alors que la reine a plus de raison que quiconque de la haïr, elle la prend sous son aile. Fia grandit à la cour, formée à l'espionnage, pendant que la véritable fille Eala est prisonnière du peuple, condamnée à se changer en cygne le jour. Lorsqu'une porte vers le monde des faillis est découverte, Fia reçoit pour mission de briser la malédiction. Accompagnée du prince Rogan, fiancé de la princesse, elle s'aventure donc dans une forêt aussi sombre qu'envoûtante, mais sa quête est rendue compliquée par ses sentiments pour le prince et par son attraction soudaine pour le seigneur qui détient Eala. Erian a beau être plus monstre qu'homme, il fait vaciller ses convictions et Fia devra élucider le mystère de ses origines afin de choisir quel sera son destin. Et on a 2 flammes sur 4. Ensuite, oui, il est toujours là. J'ai Bride de Ali Hazelwood chez Milady. Je n'aime pas du tout le format du livre. Hein, il est tout petit, j'aime pas ça. Et on nous dit Mycérie Lark, fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest, est une paria. Les jours où elle vivait dans l'anonymat parmi les humains sont désormais derrière elle. On a fait appel à elle pour renforcer une alliance historique afin de maintenir la paix entre les vampires et leurs ennemis mortels, les loups-garous. Et elle n'a guère d'autre choix que d'obéir. Les loups-garous sont impitoyables et imprévisibles et leur alpha Love Morelland ne fait pas exception à la règle. Sa manière de la regarder, de suivre le moins de ses mouvements, montre clairement qu'il n'a aucune confiance en elle. Si seulement il savait à quel point il est dans le vrai, car Mycérie a ses propres raisons d'accepter ce mariage de convenance, des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou les alliances. Et elle est prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient, même si cela signifie une vie de solitude en territoire ennemi, seule avec le loup. Il a beaucoup de bons avis quand même. Il y en a quelques-uns de mauvais. Il a quand même de bons avis. Mais j'avoue que le format du livre, je sais pas, ils sont entre le poche et le brochet. Il n'aurait pas pu direct aller au brochet. Ensuite, je possède celui-ci qui est guide pratique pour boulangère magique de Tekin Fisher chez Seule Jeunesse.
On nous dit à Pont-Eulac, il y a des sorcières puissantes capables de commander la foudre et le temps. Et puis il y a les autres, comme Mona par exemple. Elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain ou faire danser des petits gâteaux. Dans la boulangerie où elle est apprentie, sa magie fait des merveilles. Quand Mona se retrouve soupçonnée d'un affreux crime qu'elle n'a pas commis, puis pourchassée par le véritable assassin, elle n'a plus le choix, elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour faire autre chose que des tartelettes. Mais c'est promis, elle préparera quand même quelques bonhommes de pain d'épices. Alors, j'ai eu un seul avis qui était très mitigé, qui était vraiment très mitigé, donc je ne sais pas. Ensuite, j'ai celui-ci qui est Red Tears. L'amour ne dure pas toujours, la haine si, de Eleonora Gaguero de chez Bayard. Et on nous dit « Je m'appelle Jules Quentin et ceci est l'histoire de ma mort ». Dès l'arrivée de Lunatic Kay à l'université, Jules est inexplicablement perturbé par le nouveau, mais son monde bascule lorsqu'elle se fait attaquer par les ombres démoniaques et que Kay révèle l'étrange pouvoir pour la sauver. Obligé de fuir avec son mystérieux protecteur, Jules rencontre Vic, le frère aîné de Kay. Malgré leur passé trouble, les deux frères semblent prêts à tout pour l'aider. Jules n'a d'autre choix que de leur faire confiance sans savoir quelles sont réellement leurs intentions, ni pourquoi elle est si importante à leurs yeux. Il y a quelques livres quand même que je me dis, je peux m'en séparer, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile pour moi de me séparer de mes livres, donc... Il y en a quelques-uns, je suis un peu mitigée. Ensuite, j'ai L'ombre de la sultane, écrit par Diany Bergier chez Scrinéo. Et on nous dit, par-delà les dunes, loin au bout de l'horizon, se dissimule une caverne au sein de laquelle recèle un précieux trésor. Un bruit ténu s'en échappe, presque imperceptible pour qui ne tend pas l'oreille. Il s'agit de l'appel de la lampe. Après des années de recherche, Malia, princesse de Sahar, trouve enfin la lampe qui lui permettra de devenir sultane à la place de son plus jeune frère, malgré les lois qui l'en empêchent. Déterminée à endosser son rôle d'héritière et épaulée par Cassian, un puissant maître d'armes au passé nébuleux, elle est bien décidée à prendre son destin en main, mais en échange des 3 vœux, elle doit lier sa vie à celle du djinn. Et chaque vœu a des conséquences. Malia est-elle prête à y faire face? Entre les ghouls qui envahissent le royaume et la déclaration de guerre qui les menace, conquérir le trône n'est pas aisé, d'autant plus que Malia a un autre problème, apprendre à dompter son ombre magique qu'elle refoule depuis l'enfance, avant que celle-ci ne l'incite à commettre l'irréparable. Et si elle pouvait devenir sa meilleure amie? Malia deviendra sultane, elle en fait la promesse. Une romantaisie addictive dans un monde magique où se mêlent amour et intrigue politique. Alors l'amour, je l'ai pas vu là-dedans. Mais bon, à voir. Hein. Alors celui-ci, je ne sais pas si je le garde. Indomptable de Ophélie Ortébis, ouais. Et on nous dit Messi en a marre d'être la fille d'un alpha, marre de ses responsabilités, marre d'être une fille dévouée. La jeune louve rêve de liberté et de faire des études, d'avoir des amis et tout simplement de faire ses propres choix. Mais lorsque la délégation d'une meute ennemie leur rend visite, Messi est obligé de tenir son rôle. L'enjeu est important, ils vont soigner et ils vont signer un traité de paix. Tout se complique lorsqu'elle croise le regard d'Asher, leur alpha. Il est beau, imposant, il a confiance en lui, mais surtout, il est son âme sœur. Si quelqu'un se rend compte de leur lien, c'est manifesté, Messi le sait, elle pourra dire adieu à la liberté à cause d'une union dont elle n'a jamais rêvé. Pourtant, Asher n'est pas comme son père, il prend le temps de l'écouter, de comprendre ses envies, et il la voit telle qu'elle est. Pour Messi, résister au charme de Asher devient de plus en plus difficile. Je sais pas. J'ai pas vu d'avis là-dessus, donc je sais pas du tout. Ensuite, j'ai Sans regret et sans remords de Kilinia Carrière et on nous dit une promesse, une amitié inconditionnelle.
Tout a commencé par un pacte. Eion et Sera n'étaient que des adolescents lorsqu'ils se sont promis de vivre sans regret et sans remords. Bien que leur amitié soit toujours aussi forte après toutes ces années, leur pacte, lui, est tombé dans l'oubli depuis qu'ils sont étudiants à l'académie de magie d'Elvana. Jusqu'au jour où la vie de Sera est chamboulée, des rumeurs racontent que sa sœur a refait surface 15 ans après avoir fui parce qu'elle possédait des informations cruciales susceptibles de démanteler l'organisation illégale de leur père. Sera n'a d'autre choix que de la rechercher afin de mettre en garde sur les intentions de leur père. Il fera tout pour la retrouver et l'éliminer. Eion promet à Sera de l'aider malgré le danger, en lui rappelant leur pacte pour ne pas regretter toute sa vie de l'avoir laissé faire face seule au danger, mais évoquer à nouveau ce pacte ravive des souvenirs, dont leur promesse de se réserver toute leur première fois. Alors que leur sentiment devient de plus en plus ambigu, sauront-ils écouter leur cœur ou comme depuis toutes ces années, préféreront-ils les ignorer? Waouh! Je suis pas fan. À voir. À voir parce que je pense qu'il va falloir que je fasse du tri. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à faire du tri. À m'en séparer, j'ai du mal. Mais il y en a quelques-uns. Là encore, il y en a peut-être qu'un, le dernier. Mais là, il y en a quelques-uns. Déjà, celui-là, je pense qu'il en fait partie déjà. J'ai Bouche cousue de Maëlle Pau, donc chez Livre de poche jeunesse. Voilà, déjà rien que le fait de vous dire poche. Là d'où je viens, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans, pour les préparer à leur futur métier. Comme pour chacune d'entre nous, on a choisi mon destin à ma place. Dans quelques heures, je deviendrai la confidente de la famille royale. Et dans ce monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent, telle une épidémie, je suis le réceptacle à secret idéal, car je suis muette, du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Ouais, quoique non, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais c'est le fait qu'il soit en poche, parce que c'est le poche de l'enfer. C'est écrit tout petit. Ça, c'est le poche de l'enfer. Je vais jamais le sortir avec cette poche d'écriture. Ensuite, je possède Sorcery of Thorn, édition collector de chez Big Bang. Et je possède aussi le tome 1 et le tome 2. Voilà. En fait, je vous explique. Sorcery of Thorn, j'ai déjà essayé de le lire. Il y a toujours mon marque-page qui est là. D'ailleurs, il n'a pas bougé depuis tellement de temps. Voilà. Ce petit bébé que j'avais créé moi, qui est magnifique. J'étais à la page 156, mais je n'accrochais absolument pas. Mais absolument pas. Donc, j'ai le 1, j'ai le 2. Je crois que j'avais essayé d'y lire en 2024. Début d'année 2024. Et je possède la version collector. Parce que je me suis dit, là, dans cette version-là, il y a les annotations de l'autrice. Il y a plein d'annotations. Là, les parties que vous voyez en vert, c'est des annotations de l'autrice. Donc je me suis dit, ça se trouve, ça va m'aider. Et donc, du coup, je veux le relire avec cette version-là. Si je n'aime pas, je vends tout, je vends les 3. Si j'aime, eh ben, je pense que je vendrai quand même ces 2-là, mais je garderai que celui-ci. C'est pourquoi... Je sens que vous allez voter pour celui-ci pour que il parte de la bibliothèque dans tous les cas, parce qu'il n'a plus rien à faire dans ma pile à lire, celui-là. Tous les sorciers sont maléfiques. Élisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermer, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste. L'épée à la main, s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, s'aimant mort et destruction. Bien malgré elle, Élisabeth doit trouver secours auprès du sorcier Nathanael Thorn et de son mystérieux serviteur Silas, car les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Et le peu que j'ai lu, c'était long. C'était long. Donc ouais, je pense qu'il faut que je prenne le temps de me poser et de voir si ça me convient ou pas. Parce que là, c'est abusé quoi. Ensuite, on passe à ma palle de Webtoon. Alors, je monte vite fait, mais après, je vous remets droit parce que ça tient pas. Voilà. Donc, voilà. J'ai tout ça dans ma palle de Webtoon. Ces 2 parties-là. Tout d'abord, j'ai les 3
tome de La méchante est une marionnette de Mangle Anirim chez K-Factory. Et on nous dit la beauté et c'est le pouvoir. Keina Hill, sublime princesse impériale, a fait de cet adage son maître mot, mais elle n'est rien de plus qu'une vulgaire pantin dans les mains de son frère, le tyrannique prince Regef, qui l'utilise afin de devenir le nouvel empereur, et ce dernier compte bien se débarrasser d'elle une fois qu'il y sera parvenu. Cette intrigue au cœur du roman de fantaisie La Dame à la rose noire ne parle que trop bien à une jeune lectrice d'aujourd'hui qui vit une situation similaire dans son entreprise, prête à la sacrifier sans aucun remords. Alors quand la jeune femme revient à la vie dans le corps de Kayena, elle décide d'en profiter afin de reprendre son destin en main. Après tout, elle connaît toutes les intrigues du roman et elle est bien décidée à faire de la cour son théâtre de marionnettes. Ça a l'air vraiment bien. Je sais pas s'il y a d'autres tomes parce que j'ai tome 1, tome 2, tome 3. J'ai jusqu'au tome 3 mais je sais pas s'il y a un tome 4 qui est sorti ou s'il est prévu bientôt. Je sais pas du tout. Ensuite, je possède les 3 premiers tomes de I Don't Trust My Twin de White, œuvre originale Garandal, donc chez Kotun. Et on nous dit quand 2 sœurs se déchirent, une lutte sans merci commence. Alors qu'elle a tout sacrifié pour sa famille, Laurentia est trahie par sa sœur jumelle et par son fiancé. Revenue dans le passé et résolue à changer son destin, elle compte bien se débarrasser de ceux qui lui ont tout pris. Elle passe alors un contrat avec le duc Verdian. En échange d'une promesse de mariage, il devient un allié redoutable dans sa quête de vengeance. Ça c'est bien par contre. Ensuite, je possède du tome 1 au tome 3, Comment cacher le fils de l'empereur, 26 salles et Lee Yeon-song de chez K-Book. Et on nous dit Astel s'est mariée à l'homme qu'elle aimait, l'empereur Keisan. Pourtant, le lendemain de leur nuit de noces, son mari la répudie. Contrainte de quitter le palais et sa famille, la jeune femme s'évanouit dans la nature en portant un lourd secret. Elle est enceinte de Keisan. 6 ans plus tard, alors qu'Astel mène une vie paisible, les gardes impériaux retrouvent sa trace. Elle est convoquée par l'empereur et doit se rendre à la capitale. De nouveau jetée dans les tourments des complots politiques, Astel fait le serment de dissimuler coûte que coûte la véritable identité de son fils. Cependant, lorsqu'elle fait de nouveau face à Keisan, des sentiments enfouis refont surface. Ah, j'espère qu'il y a une belle vengeance contre le mec. J'espère. Ensuite, je possède du tome 1 au tome 3, autrice de Ma destinée de Fouki, Géoubal et Winterleaf chez Coda. Et le tome 4 est prévu pour, s'il n'est pas encore une fois repoussé, il est prévu pour janvier. Et on nous dit à la fin du roman à succès L'Empereur et la Sainte, Fiona Green, enfant illégitime devenue méchante magicienne et vaincue par les héros, tout est bien qui finit bien. Pas pour l'autrice du roman. Cette dernière se retrouve dans le corps de Fiona enfant et doit se battre contre les monstres qui tentent d'envahir le royaume. Résolue à changer son destin tragique, la situation se complique davantage lorsqu'elle sauve de la mort. Si grand, le héros du récit réussira-t-elle à changer le cours de cette histoire qui est maintenant la sienne? Peut-on changer son destin? Voilà. Donc elle a voulu faire tuer un personnage dans son histoire, maintenant elle est le personnage en question. Ensuite, j'ai du tome 1 au tome 2 de Feeding Camellia, écrit par Manta Comics de chez K-Factory et Jean Swai, qui a écrit. Et il y a le tome 3 qui est sorti, j'avais complètement oublié. Donc lui, dans ma wishlist. On nous dit, enlevée à l'âge de 12 ans, Camellia, une petite fille née dans la pauvreté, est forcée de prendre l'apparence d'un garçon. Camélius, le second fils de la noble famille Bâle. Si elle veut survivre, elle devra absolument accepter ce rôle et se faire passer pour ce soi-disant second fils, un rôle aux inavouables visées politiques qui va lui valoir d'être la cible de 1000 complots et convoitises. Elle découvre alors le luxe d'une demeure familiale et rencontre surtout l'adorable Keiran, le jeune fils aîné de la maison, malade depuis longtemps, et son intrigant ami Claude. Camélia saura-t-elle quitter cette prison dorée pour forcer son destin et retrouver son ancienne identité et sa mère disparue? Oh punaise, ça a l'air trop bien.
Ensuite, je possède le tome 1, le tome 2, et je crois que j'ai vu que le tome 3 sort en janvier, de Under the Dark Tree, sous le vieux chêne. Dessin P, scénario Namu et œuvre originale Suji Kim chez K-Factory, et c'est pour public averti. Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes sensibles, et il existe en version roman aussi si vous le souhaitez. Fille aînée du duc de Creusot, Maximilien est depuis toujours maltraité par son père. Considérée par ce dernier comme la honte de la famille en raison de sa santé fragile et de son bégaiement, elle est l'objet d'un mariage arrangé avec Riftan Calypse, un jeune chevalier d'origine modeste. Mais après leur nuit de noces, Maximilien se réveille seul. Riftan a été appelé au front. 3 ans plus tard, après avoir vaincu le grand dragon rouge et d'être élevé au rang de héros, Riftan est de retour au château de Croixot, alors que Maxie s'inquiète de retrouver cet époux dont elle ne sait presque rien. C'est le début d'une nouvelle vie pour le jeune couple, entre amour, espoir et quête de soi. Oh punaise, ça a l'air bien. Ensuite, alors là, je vais avoir besoin de vous, parce que je possède le tome 2 de Un mari d'enfer, et le tome 3 de Un mari d'enfer. Je n'ai pas le tome 1 parce que le tome 1 est introuvable en bon état. Je l'ai trouvé une fois mais il est défoncé. On peut l'acheter sur Amazon mais on le reçoit mais il est défoncé et je le veux juste en bon état. Donc je peux même pas vous y lire parce que j'ai même pas le tome 1 et j'aimerais beaucoup le lire, ça fait un moment, mais impossible d'avoir le tome 1 en bon état, donc voilà. Voilà, j'ai besoin d'aide, je recherche le tome 1 en très bon état. Ensuite, je possède du tome 1 au tome 5. Du tome 1 au tome 5, j'ai La nouvelle chef de clan de Moon Ostrudia, histoire originale Kim Roa, chez Kotun. Et on nous dit une jeune femme décide de changer son destin et devient chef de famille. Firiantia fait partie des héritiers de la prestigieuse famille Lambardi. Après la mort de ses 2 seuls soutiens, son père et son grand-père, ses cousins la persécutent et réduisent leur héritage à néant. Firiantia meurt de façon tragique avant d'avoir pu sauver sa famille de la faillite. Mais la chance est de son côté et la jeune femme se réincarne dans son corps d'enfant. Firiantia décide alors de changer son destin et de prendre le contrôle de la famille Lambardi. Ça a l'air trop bien. Ensuite, je possède du tome 1 au tome 8 et le tome 9 est sorti et ce sera le dernier de Comment Reliana a survécu au manoir White Knight de Wild, histoire originale Milcha, donc chez Kotun. Vous n'avez pas besoin de voter pour celui-ci vu que je vais bientôt avoir la saga au complet. Elle sera lue. Voilà, vu qu'elle est bientôt au complet, elle sera très vite lue. On nous dit se réincarner dans un roman à succès, il y a de quoi s'enthousiasmer, sauf si vous êtes assassiné. Prisonnière du best-seller L'affaire de l'ami assassiné, Reliana s'engage dans une partie d'échecs pour échapper à la fin tragique qui l'attend. Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour et participer avec le duc Noah Wingnight, énigmatique frère cadet du roi. Quel est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé en échange d'informations cruciales sur la suite du récit? Voilà, ça va pas tarder, je vais vous le lire et je vais vous donner mon avis. Ensuite, je possède du tome 1 au tome 6, Pfizer I Don't Want the Mariage, dessiné par Roald, scénario Yuri, œuvre originale Young Easy de chez Pika Webtoon. Et il y a 8 tomes de prévus, donc il en manque plus que 2. Plus que 2 tomes et j'aurai la totalité. Alors attendez. Non, plus qu'un, parce qu'il y a le 7e tome qui est sorti au mois de novembre. Donc plus qu'un, et ce sera fini. Prisonnière d'un récit à la fin tragique, elle devra être l'autrice d'une autre destinée. Vivre dans l'univers d'un roman qui n'en a jamais rêvé, notre héroïne, elle s'en serait bien passée. Victime d'un accident mortel, elle se retrouve propulsée dans l'histoire du livre qu'elle a lu. Réincarnée dans la peau de Jouvélian, fille de duc odieux, elle mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Sauf que ce rôle de méchante condamnée ne lui convient pas.
Notre héroïne décide de réécrire l'histoire et de changer le destin du personnage qu'elle incarne, mais prise entre la rancune de son ex-fiancé de prince et le désamour de son duc de père, Juvélian peut-elle seulement espérer échapper à une fin tragique. Il y a quand même beaucoup d'histoires qui se ressemblent. Mais, d'ailleurs, le tome 8, je crois qu'il est prévu pour janvier, hein, si je ne me trompe pas. Ensuite, je possède du tome 1 au tome 5, Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, dessiné par Sadan, scénario Monging, œuvre originale Wasik, et c'est de chez Pika Webtoon, et je ne sais pas combien il y a de tomes de prévus. Petite et à croquer, mais pas sans défense, Vivi est un petit lapin qui n'a pu prendre forme humaine lors de son passage à l'âge adulte. Comme tous ses semblables, mis à l'écart par sa propre famille, elle se retrouve abandonnée sur le territoire des léopards. Alors qu'elle s'apprête à servir de festin aux félins affamés, elle rencontre Ayen, l'héritier de la prestigieuse famille Grace. Ce dernier décide de conduire Vivi à son manoir, où elle découvre ses occupants qui, pour certains, arborent des crocs en guise de dents. Notre héroïne pourra-t-elle survivre sous sa forme de lapin? Je sais pas quand est-ce que c'est prévu la fin, combien il y a de tomes, mais bon, voilà. Et pour finir, je possède My Gently Raised Beast de chez Pika et dessiné par Yesulki, scénario Teova, œuvre originale Early Flower, et j'ai jusqu'au tome 6 et il y a 9 tomes de prévus, donc plus que 2 et j'aurai la totalité. J'ai élevé une de bête. Lorsque l'orpheline Blondina apprend du jour au lendemain qu'elle est la fille du souverain de l'empire d'Aether, sa vie bascule de la pauvreté à l'opulence. Installée dans le château de son père, elle apprend les usages liés à son nouveau statut, l'altesse impériale, mais Blondina doit aussi faire face à l'animosité de son frère, Lart, et à sa sœur Adélaïde, et la considérer comme une fille illégitime de leur éminent père. De nouveau livrée à elle-même dans cette cage dorée, Blondina va faire la rencontre d'un petit chat noir, comme les autres, qui va lui apporter enfin un peu de joie. Seulement ce félin mystérieux s'avère lié au clan des léopards, sacré, et peut revêtir différentes apparences. Punaise, ça a l'air trop bien. Donc voilà pour toute ma palle de cette bibliothèque-là. Hein. Donc je vous laisse voter pour lesquels, pour vous, il faut qu'ils soient lus en 2026, que vous avez envie d'en savoir plus sur tout ça et qui n'ont plus rien à faire là, arrivé 2027. Voilà, je vous laisse voter, un bon courage. Et pour me dire que vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, et bien suite au dernier que je vous ai lu, mettez des petits chats noirs, des chats noirs. Voilà, chat noir partout. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!